La question aussi, quand on lève des fonds, quand on est une entreprise de robotique, on ne connaît pas l'environnement financier. Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour identifier le meilleur investisseur qui correspond à ses besoins? Mhm. Mhm. Le meilleur investisseur, c'est, moi je dirais que c'est celui qui apporte autre chose que de l'argent. C'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y a parfois, les investisseurs, ils sont dans des écosystèmes, hein, surtout quand ils sont sectoriels. Ceux qui sont dans le domaine de la smart industry ou de la deep tech ou des sujets comme ça, forcément, ils vont intéresser beaucoup les sociétés de la robotique. Ça, c'est un point. Et surtout, s'ils auront des relations avec des grands groupes, français ou étrangers, ceux qui aident aussi à s'internationaliser, qui ont peut-être des antennes ailleurs, et tout ce qui apporte autre chose que les finances aussi. Les finances, à la limite, c'est presque un détail. Mm. Est-ce que vous favorisez dans la recherche d'investisseurs et ceux que vous présentez le caractère de proximité? J'entends que par là que bon, un porteur de projet, il est par définition dans une région. Oui, Dans sa c'est vrai. région, il y a le plus souvent un certain nombre d'investisseurs, mais parfois, il peut en manquer dans sa catégorie, hein. Oui. Et j'imagine que dans votre propre réseau, vous avez des gens qui sont un petit peu plus loin. Est-ce que vous privilégiez la proximité géographique? Mm. Est-ce que c'est un inconvénient si un projet Non. toulousain se finançait en Alsace? Oui. Bon, voilà. Après, non, c'est intéressant comme question parce que, évidemment, si vous contactez sans citer des fonds, ceux qui sont en Bretagne, par exemple, et qui financent que des sociétés de Bretagne, pour une société toulousaine, ça n'ira pas, ou de Lyon, ça va de soi. Après, souvent, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs, ils rencontrent lors de salons et divers événements, ils rencontrent des fonds régionaux. Alors, soit ça n'a pas marché, parce que c'était pas prêt, le dossier n'était pas bien, ou c'était trop tôt, ou n'importe. Donc, du coup, ça ne veut pas dire que la porte est fermée. Avec des VC, avec des investisseurs privés, souvent, si on rate une première fois, c'est difficile. Souvent, on dit, ce dossier, on l'a déjà vu, on l'avait déjà dit non. On ne se rappelle pas pourquoi, comme il y a tellement de dossiers. Donc, il ne faut pas le rater. Et je dirais que l'idéal, moi, souvent, je fais un début de levée avec un fonds n'importe lequel. Ça peut être le régional, ou ça peut être un fonds extérieur ou des BA, et ça complète le tour. Donc, quelque part, chaque fois, je reviens à un fonds régional, je fais beaucoup de levées où à la fin, il y a certains fonds régionaux qui interviennent sur une partie de la levée en co-investissement. Et souvent, les fonds de régionaux, je pense qu'ils ils regardent bien le fait qu'il y a déjà une démarche extérieure et qu'on ne compte pas uniquement sur les fonds régionaux. J'ai aucun, je veux dire, tout est, dans tous les cas, pour moi, c'est bon dans tous les cas, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, encore mieux. D'accord. Et votre propre réseau, justement, hors votre région Oui. d'accueil, comment est-ce que vous le constituez? Comment est-ce que vous savez qu'il y a Ah, en Alsace, en Bretagne? c'est des années des années de travail. Disons que, Voilà. après, je l'historique, je pourrais le raconter, ce serait trop long. Mais en fait, c'est vous présentez un dossier, vous créez une relation. À partir du moment où vous êtes un intermédiaire qui est censé avoir qualifié un dossier, qui présente un dossier qui va bien, en tant que possible, et on s'améliore chaque jour, mais quelque part, à la fin, on regarde votre dossier, même s'il y a un deal flow qui est important. Donc, vous testez une fois. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai une société, ça m'est arrivé récemment, avec une société agritech, avec, voilà, sans citer, sans faire le rapprochement, et c'était une société qui avait été, on va dire, immatriculée en Bretagne. Pourtant, ils sont à Toulouse, hein. Et moi, j'ai des clients, j'ai plus de clients dans la région parisienne, j'ai en Rhône-Alpes, à Nice, Angoulême, Bordeaux, n'importe, à Montpellier. Et c'est vrai que directement, je le présentais au fonds régional, et il y a même un fonds qui est adossé à une banque également. Voilà, et donc, je cherche, hein, aussi quand je ne connais pas, il y a toujours une première fois en fait. Ouais, d'accord. J'avais une question aussi, parce qu'on a vu là, dans le cadre de l'organisation de l'événement, on a demandé à nos startups de passer sur un serveur qui s'appelle WeRate pour se faire le scoring, et sur lequel il y avait un exercice qui s'appelait WeSize. Et sur WeSize, il y avait 250 questions qui concernaient vraiment tous les environnements potentiels de l'entreprise, combien elle a rencontré de clients, combien elle a de prospects, combien… Voilà, vraiment un truc très, très important. Mais du coup, en fait, ça représentait énormément de sujets différents. Sur quoi il faut se focaliser en priorité quand même quand on va quand on veut faire une levée de fonds? Alors, moi, je dirais qu'il y en a 5. Disons que cet exercice de rating, notation, etc., en interrogeant des investisseurs, j'ai fait un petit peu le travail inverse, on va dire engineering. Et à la fin, j'ai compilé, on va dire, 5 grandes familles, et j'ai fait un outil propre, hein, de 45 questions qui permet d'évaluer donc start-up et voir où ils en sont, etc.
Et c'est vrai que disons qu'il y a le côté marché qui est important, il y a le côté croissance, il y a le côté stade de développement, il y a le côté équipe, et j'oublie le cinquième, et le côté finance, pardon. Finance et métriques. Voilà les 5 grands domaines. Et ça, chaque point, sans un, pas bon. Donc, du coup, il faut les 5 qui soient forts. Et à l'intérieur de ces 5 grands domaines, il y a 250 questions. Moi, c'est beaucoup de questions, en fait. Et bien sûr qu'elles y sont, mais c'est difficile de répondre à autant de questions. Je pense que c'est un travail qui est lourd. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un petit peu moins pour après, bien sûr, ouvrir. Et les champs sont importants, quoi. Voilà. Oui, j'en profite pour revenir sur le sujet Word. C'était intéressant parce que moi, je les ai parcourus, ces 250 questions. Je vais pas bien. Mais j'aimerais bien le faire aussi. Avec eux, bien sûr. En connexion avec Wiret. Je crois que c'est intéressant, en fait, parce qu'on se rend compte de la masse énorme de contacts qu'on doit envisager quand on est en création d'entreprise, quand on est en start-up. Et je pense qu'il y a tout un tas de questions qu'on oublie de se poser quand on est en train de développer un projet. On est focalisé sur la partie technique et souvent la partie commerciale, la partie relationnelle, la partie contact avec les institutionnels, etc. On peut en passer un peu à côté. Et je crois que c'est intéressant justement d'avoir un accompagnement qui permette de délester un peu. Ne pas oublier ces étapes. De ne pas oublier, tout à fait. Délester d'un côté pour ne pas perdre du temps, parce qu'en fait, les entrepreneurs, ils sont focus sur leur développement de produits et services et également les côtés commerciaux. Il faut bien rejoindre ce marché. C'est vrai qu'il y a ça, il y a un côté genre on doit pouvoir se délester et en même temps ne pas oublier. Souvent, il y a plein de questions qu'on ne se pose pas. Mais moi-même, je suis entrepreneur et pareil, j'ai besoin un peu comme les psys, hein, qui ont aussi leur propre outil. Il y a un peu ça. J'aurais une question, moi, pour Francis et pour Lydia. Merci, Frédéric. Ça démontre ce en quoi il faut se faire accompagner, à mon avis. Hein, parce que, et on le retrouve d'ailleurs dans les interventions. Francis, moi, j'apprécie quand vous dites que la bénédiction, si je peux appeler ça comme ça, BPI est quelque chose de très important dans une démarche, parce que, bon, il y a des experts de ce côté-là, mais des experts, j'ai compris de Lydia, qu'il y en a chez vous. Moi, j'ai bien aimé ce passage où Lydia nous explique que vous êtes, les intervenants, les 100 experts innovation, vous êtes souvent des ingénieurs qui ont été formés en interne dans le groupe BPCE. Bon, bref, ce que vous faites, vous devenez les dictionnaires des techos, des techniciens que sont les porteurs de projets vis-à-vis de ce monde financier et bancaire qui a souvent ses propres codes et ses façons de fonctionner, qui ont été très bien expliquées encore une fois aussi par Frédéric. Donc, j'ai bien apprécié ça, mais la question que j'avais pour vous deux, c'était de savoir quelle était la profondeur du réseau BPCE, parce qu'on oublie, bon, Banque Populaire, bravo, c'est très grand, donc il y a les rouges, les bleus, enfin bon, et tout ce qu'on veut, mais le groupe BPCE est large, et justement, la centaine d'experts innovation, c'est quand même un atout que vous avez qui est multi-région. Moi, j'aimerais bien que vous élaboriez là-dessus et que vous puissiez nous expliquer que si, par exemple, la solution ne se trouve pas en Occitanie, vous concernant, vous pourrez, vous, Banque Pop locale, la trouver dans une autre organisation de BPCE. Si vous pouviez nous éclairer là-dessus. Totalement, vous faites bien de le préciser. Je crois que je l'avais dit à Fabien hier, ou un de ses collaborateurs. C'est évident qu'aujourd'hui, nous, on a une vocation régionale, que ce soit le groupe des banques populaires ou celui des caisses d'épargne, donc au travers de BPCE. C'est évident ça. Ceci étant, aujourd'hui, nous, ce qu'on peut faire, c'est s'engager auprès de nos auditeurs, de les réfléchir sur les banques populaires régionales au sein du réseau Nextinov, sans aucun problème, bien évidemment. Vous avez notre parole à ce niveau-là. Oui, il n'y aura pas de corporatisme local. Il n'y aura pas de corporatisme local. Je pense que même pour être mieux accompagné, il faut être proche quand même de l'investisseur et proche de son bassin de vie. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Ça, on est après, j'ai bien aimé l'image du maternage tout à l'heure quand tu parlais
d'agence matrimoniale. Je ne sais plus qui a parlé de ça. C'est vous, je crois. Ouais. Je trouve que le terme est tout à fait fondé. En fait, c'est un métier de réseautage. Il faut connaître beaucoup de monde, sortir. Il y a beaucoup de manifestations dans notre écosystème toulousain, mais un peu partout en France, je pense. Et notre devoir, c'est être relation publique et d'y être vraiment, parce qu'on est au courant des dossiers, des actions qui sont, comment dirais-je, qui se déroulent sur tout le secteur. Et on arrive à échanger et à trouver des solutions vraiment intéressantes pour la plupart. Ce réseautage, c'est justement le réseau des places financières. Je fais un peu de pub quand même. Le réseau des places financières que j'ai au bout du doigt, vous voyez, la carte de France, c'est là où on a des places financières. Et notre objet, c'est justement de faire se rencontrer les gens. C'est ça. D'abord, les gens de nos professions, vous qui avez parlé là depuis le début de la matinée, mais aussi nos amis porteurs de projets, entreprises de toute taille. Et c'est ça qu'on essaie d'organiser. Bon, malheureusement, avec la crise sanitaire, le réseautage est un peu dur. Et je rajouterai une chose qui est importante. Je pense qu'en matière d'innovation, et concernant le secteur financier, en tout cas, nous, sur la région toulousaine, on n'est pas concurrents. On travaille énormément en partage avec d'autres banques, avec BPI pour commencer, mais que ce soit avec le Crédit Agricole, les caisses d'épargne, le Mutuel, la BNP, on partage très souvent les dossiers. C'est quand même un secteur, un milieu qui n'est pas forcément encore bien ancré, bien vu par nos dirigeants. Il faut quand même être clair. C'est dangereux, il y a du risque. Voilà. Donc, accompagner l'innovation, je pense ça fait 5 ans maintenant qu'on le fait et on arrive à prouver que ce n'est pas plus risqué qu'une autre entreprise. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, on retiendra le terme quand on écoutera les dernières présentations de la matinée. Là, vos propos vont revenir. Là, vous allez voir. Ouais. Voilà. On essaie de ne pas être trop frileux dans tous les cas. Voilà. Ouais. Et de faire les choses sérieusement. Et quand on a l'appui de BPI, quand on a l'appui de la région, etc., ça donne du poids. Ça a été dit, conforter les fonds propres, je pense que c'est un conseil qui est important. Et d'aller frapper à toutes les portes au départ pour être solide et être accompagné derrière. C'est évident. Je me posais une question par rapport à la réflexion de Jean-Pierre. Est-ce qu'en 2020, il y a eu plus ou moins de levées de fonds, justement, suite à cette période de confinement, etc. Ça a fait un frein aux levées de fonds? C'est plus reporté. Ouais. C'est reporté? Ouais. Effectivement, les levées de fonds n'ont pas… Pardon. Oups. Les levées de fonds n'ont pas été moindres, en tout cas pour notre part. Je ne connais pas les autres secteurs. Les levées de fonds qui devaient se faire se sont faites, se sont réalisées. Effectivement, elles se sont un peu décalées dans le temps pour des soucis bien souvent d'organisation. Celles, par contre, qui effectivement avaient des levées de fonds à l'étranger, là, par contre, elles ont été stoppées, malheureusement. Et elles ont dû se réorganiser en interne, plus en Europe, plus au niveau régional. Voilà. Mais l'accompagnement était là sur les levées de fonds et pour celles qui étaient déjà, je dirais, ciblées.